Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Mobiliser les financements publics pour vos projets d'investissement et d'innovation. Donc, je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel et j'ai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour votre information, ce webinaire durera 30 minutes et nous prendrons 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également poser vos questions pendant le webinaire, donc sur le chat qui se situe juste à droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation vous pourrez la retrouver directement sur Webikeo dans la rubrique ressources et le replay vous sera envoyé à la suite de cette présentation. Donc maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les deux intervenants du jour. Nous avons donc Emmanuelle Alfandari qui est consultante expert chez Hemming dans le financement public des projets des entreprises et qui est docteur en droit. Donc, bonjour Emmanuelle. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Nous avons Marie Ramassim Draïb qui est senior manager chez Hemming également, donc dans le financement, l'innovation et des investissements. Bonjour Marie. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Alors, je vous propose de passer à l'agenda du jour. Donc, premièrement, nous aborderons l'innovation, l'investissement et la modernisation, un enchaînement vertueux. Donc, nous verrons comment ces trois éléments interagissent et se complètent. Ensuite, nous passerons en revue les principaux programmes d'aide disponibles. Ces programmes sont essentiels pour soutenir vos projets et faciliter leur mise en œuvre. Puis, nous discuterons des bonnes pratiques pour solliciter un financement public. Donc, par ailleurs, il est crucial de casser les idées reçues sur les subventions. Donc, nous démystifierons certains préjugés courants pour vous montrer que les subventions sont plus accessibles qu'on ne le pense. Et enfin, pour illustrer concrètement ces concepts, nous examinerons un cas client. Donc, je vais passer la main maintenant à Marie. À toi, Marie. Merci Chloé. Donc, dans un premier temps, nous allons parler du principe en fait des financements publics. Et quand on parle de cercle vertueux, c'est réellement l'objectif est vraiment d'aligner votre stratégie par rapport et en fonction aussi bien sûr des opportunités qui sont en place, qui sont ouvertes. Tu peux passer à la slide d'après, Chloé. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est comme un cercle en fait. Enfin, bien entendu, c'est pour ça qu'on parle de financement public comme levier de croissance. On parle bien entendu toujours de votre stratégie d'entreprise, de votre vision. Alors pourquoi? Puisque c'est avant tout vous les experts de votre domaine. Vous avez construit l'ensemble de votre stratégie, de votre vision et de vos activités par rapport à l'historique, à vos compétences, à votre expérience et expertise du métier. À partir de là, vous avez en face les innovations, donc les opportunités de financement de l'innovation ainsi que les opportunités de financement liées aux investissements industriels. Alors, c'est les deux plus grands aujourd'hui volets qui peuvent être financés pour une entreprise en France à partir de financement public. Donc, l'idée, c'est de partir de la stratégie, à partir de la stratégie, d'identifier euh, si j'ai de l'innovation en interne, je peux accéder à des sources de financement au niveau français, voire même bien entendu au niveau européen. L'innovation, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités qui va vous permettre d'atteindre et de développer de nouveaux produits sur le marché en réponse à des besoins en général non satisfaits à l'instant T et qui va vous permettre en fait de faire croître votre entreprise d'une part et aussi proposer des solutions aujourd'hui qui vont bien au-delà de l'état de l'art scientifique et technique. Ensuite, une fois qu'on avance un peu plus dans la démarche industrielle, à un moment donné, les entreprises vont avoir besoin d'équipements pour aller davantage produire. C'est là où on parle d'investissement industriel. Et sachez que ça, c'est aussi des opportunités qui peuvent être financées. C'est des activités qui peuvent être financées dans le cadre des financements publics. On le sait un peu moins. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. En général, on s'arrête toujours au prototype, mais après les prototypes, notamment dans le programme France 2030, nous avons la possibilité de financer ces investissements industriels. Une fois que vous avez ces financements-là, donc ce sont de vrais leviers pour mettre en œuvre votre processus industriel, dont l'innovation en est le cœur. Ensuite, vous pourrez évaluer l'atteinte ou pas de vos objectifs à la fin de ces projets pour pouvoir reboucler et soit enrichir votre vision stratégique de l'entreprise et repartir sur de nouveaux cycles, soit choisir d'autres axes de développement
en fonction aussi des opportunités de financement qui, pour nous, sont vraiment, je dirais, le moteur. Enfin, c'est pour ça qu'on parle de vrais leviers pour la croissance de l'entreprise. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est de mettre en cohérence l'ensemble en fait de votre stratégie en face des opportunités et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas adapter artificiellement votre vision stratégique, nous allons l'expliquer tout au long de la présentation, en fonction des opportunités qui s'ouvrent, puisque très vite, on va s'apercevoir, les évaluateurs des projets au niveau des financeurs vont très vite s'apercevoir que vous êtes plutôt là par rapport à l'opportunité de financement de manière ponctuelle et non pas avec une vraie vision stratégique pour aller sur le marché, pour aller défendre la souveraineté nationale, pour aller développer de vraies solutions en réponse à des besoins qui ne sont pas satisfaits sur le marché. Et à ce titre, je vais donner la main à Emmanuel pour les principaux programmes d'aide qui existent aujourd'hui en France. Merci Marie. Alors, slide suivante. On va prendre le temps de redéfinir un petit peu ce qu'on entend par financement public, puisque ce sont des aides directes, donc ça prend la forme de subventions, d'avances remboursables, de prêts, et ce sont des outils de mise en œuvre en fait des politiques publiques qui sont décidées à différentes échelles, donc à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Et à l'échelle européenne, en général, ça redescend à l'échelle nationale, mais l'État a aussi une marge de manœuvre pour mettre en place ses propres politiques publiques, dans la mesure où ça ne s'oppose pas aux objectifs européens. Et ça redescend ensuite à l'échelle régionale, avec les conseils régionaux qui ont aussi des orientations particulières en fonction des régions qu'ils gèrent. Donc vous avez ce qu'on appelle ces guichets, donc qui sont présents, qui ont des attentes en matière de développement, donc, mais qui ont aussi donc qui sont détenteurs des financements. Et puis en face, vous avez les entreprises, donc des PME, des ETI, les grands groupes, en sachant que très souvent au niveau régional, c'est les PME, les ETI et les petites entreprises qui sont plus aidées, mais qui sont là avec aussi des besoins et des projets. Et l'objectif, c'est de faire que les projets rencontrent les attentes des guichets. Et comme ça, on arrive à faire en sorte que les politiques publiques se mettent en œuvre avec les financements publics à la clé. Alors, ensuite, on a actuellement, voilà ce qui existe de façon très macro. Hein. On a eu, à la suite de la pandémie, on a eu le programme France Relance qui était vraiment au niveau national et qui était en grande partie financé par l'Europe. Et puis vous avez France 2030 aussi qui a enchaîné et qui devrait normalement perdurer jusqu'en 2026 à peu près. On verra ce qu'il adviendra ensuite. Et puis vous avez d'autres acteurs, donc France 2030 et France Relance ont été beaucoup mis en œuvre. En fait, l'acteur principal, c'était la BPI, BPI France qui était l'interlocuteur, mais vous avez aussi l'ADEME qui est, on verra un peu après, qui était présente aussi dans ces programmes. Et puis vous avez, il ne faut pas les oublier, les agences de l'eau qui sont des acteurs importants pour l'industrie, qui ont des programmes aussi sur plusieurs années, pluriannuels. Là, on a le 11e programme qui court jusqu'à 2025 à peu près, et puis le programme suivant qui s'ouvrira, qui est en préparation. Et au niveau régional, on retrouve justement ces fonds européens, mais qui sont gérés par les régions, que sont le FEDER, donc qui va de 2021 à 2027, et le FEADER qui a pris un peu de retard encore à cause de la Covid. Du coup, sa programmation a été un peu raccourcie, et même si l'ancien programme a continué d'exister, donc de 2023 à 2027. Donc vous avez l'ensemble de ces acteurs on va étudier sur les slides suivantes qui gèrent ces programmes. Donc d'abord l'ADEME. L'ADEME, c'est un organisme qu'on connaît depuis fort longtemps, qui est en charge anciennement, c'était l'environnement, la maîtrise de l'énergie. Maintenant, on parle de transition écologique, donc qui est présente sur l'ensemble des projets
autour de ces domaines aussi, de l'économie circulaire, par exemple. Donc son champ d'intervention s'est élargi par rapport à ses débuts. Elle est aussi en charge de la gestion des friches et des sites pollués. Donc c'est un acteur très important dans ce domaine, et qui est d'autant plus important aujourd'hui qu'on a toute la logique sur la décarbonation de l'industrie. D'ailleurs, donc on va voir ça sur la slide d'après. Elle a, alors, la slide d'après, voilà, donc elle gère d'habitude la partie énergie. Donc vous avez ce dispositif qui s'appelle le fonds chaleur, qui est un dispositif qui revient certaines années, et qui est destiné justement à vos investissements en relation avec l'énergie renouvelable, et en sachant, alors moi je ne vais pas rentrer ici là dans le détail de ce dispositif, parce que nous avons une équipe dédiée à l'énergie et à la gestion des ressources, mais c'est un dispositif qui est important et qui est vraiment très intéressant pour les entreprises qui veulent investir dans leur système énergétique. Le deuxième axe, et ce sera la slide suivante, qui est aussi porté par l'ADEME à travers France 2030, c'est l'appel à projet Innovo, qui est un peu nouveau dans la façon d'intervenir de l'ADEME, puisqu'elle prend en charge un dispositif qui est destiné à la gestion de l'eau, mais c'est parce que c'est sur le côté innovant, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un dispositif qui va être innovant dans la gestion de l'eau. L'intérêt aussi, c'est que c'est un dispositif qui perdure jusqu'à 2025, donc qui est assez large, qui est ouvert à toutes sortes d'entreprises, donc de la PME à la grande entreprise. Et vous voyez, ça peut être soit porté par une seule entreprise, soit en collaboratif. Donc ça, c'est disons, le premier acteur le plus important dans ce dispositif des financements publics. On va passer au financeur suivant, que vous connaissez sûrement, qui est la BPI, BPI France, donc qui est d'abord vraiment axé sur l'innovation, mais qui a aussi pris un nouveau rôle avec France 2030, puisqu'elle a été beaucoup associée avec les territoires pour évaluer, pour instruire les dossiers qui étaient déposés dans les appels à projets. BPI a présenté ses ambitions stratégiques sur 2024-2028. Alors, il y en a évidemment plusieurs qu'on vous a mis là, mais ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est le plan industrie, qui a différents axes, toujours avec cette idée de créer des grandes cathédrales industrielles, mais aussi de développer le passage à l'échelle de start-up industrielles. Et puis vous avez un troisième axe sur l'accroissement et la transformation des capacités industrielles des PME et des ETI. Donc après, il faudra regarder comment c'est décliné. Il y a toujours le plan climat, donc sur la partie transition écologique et énergétique. Et puis il y a un plan transverse, qui est un peu plus bas, qui lui porte sur la santé, la défense et tout ce qui est cyber. Donc là, c'est pareil, il faudra suivre ces ambitions pour voir comment ça sera décliné et sous quelle forme, appel à projet, prêt, etc. Donc il y aura un suivi à faire nécessairement. Alors sur la slide suivante, Chloé. C'est là, juste avant, Chloé, s'il te plaît. Merci. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout détailler ici, tous les programmes de la BPI, de l'ADEME, Innovo, etc. On a fait le choix donc, de certains programmes qui peuvent être intéressants, bien entendu, puisque, là, je vais vous parler de l'IDEMO. C'est un appel à projet très qui est assez connu maintenant, parce qu'on est dans la 3e vague. L'avantage, c'est que c'est un appel à projet multithématique, c'est-à-dire que ça n'est pas destiné à une seule thématique ni un seul secteur. Donc là, vous verrez les slides, bien entendu, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, mais l'objectif
par exemple, de ce type d'appel à projet, c'est de financer vraiment l'innovation technologique de manière à améliorer la compétitivité de l'industrie française, avec une vue aussi sur les impacts environnementaux, donc contribution à la transition écologique, énergétique, environnementale, bien sûr le digital aussi, de manière à financer les moyens mis en œuvre et enfin qui vous permettent d'obtenir en fait des produits, enfin je reviens à ce que j'ai dit au tout début, qui vont pouvoir satisfaire des besoins aujourd'hui qui ne le sont pas au niveau du marché. C'est des projets qui sont plutôt qualifiés de grands projets dans la mesure où on a un budget, comme vous le voyez ici, supérieur à 4 millions d'euros. Je vous laisserai voir les taux de financement. Mais ça, c'est un exemple de projet. Alors, dans la dernière relève, c'est le 16 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, c'est une date assez proche. Pourquoi nous l'avons sélectionné quand même? Tout simplement puisque pour le 16 juillet, le dépôt, c'est spécifique à la BPI. Vous avez ce qu'on appelle un pré-dépôt qui vous permet en fait de présenter votre projet sous un format PowerPoint que vous pouvez soumettre donc avant de passer au dossier complet qui aura lieu un peu plus tard, donc dans les mois qui vont venir. Donc ça, c'est un exemple d'appel à projet qui aujourd'hui permettent vraiment de se concentrer sur la partie innovation technologique de votre projet. Et on peut passer à l'étape d'après. Et je redonne la main à notre experte du coup sur la partie région, Emmanuel. Ouais, merci. Et donc, on a vu l'ADEME, la BPI et un autre acteur important, donc j'expliquais en préambule, ce sont les régions qui ont un rôle sur le développement économique depuis la loi NOTRe, hein, depuis 2015. Alors, elle l'avait un peu avant, mais là, ça a vraiment été confirmé. Et ce sont elles qui gèrent les fonds FEDER et FEADER, sachant que le fonds FEDER, c'est ce qui est vraiment destiné au développement régional. Donc, ça vient aussi soutenir les projets des entreprises. Ensuite, il y a des déclinaisons, bien évidemment, en fonction de chaque région et de leur situation et des attentes qu'elles peuvent avoir par rapport à leur territoire. Et donc, vous avez souvent vous pouvez voir sur les sites internet des régions, vous voyez à la fois le logo régional et le logo européen. Et c'est ce qui explique d'où vient le financement, et que vous avez des thématiques un peu plus porteuses que d'autres. Mais cela nécessite quand même d'aller étudier à chaque fois, en fonction de là où seront situés vos sites, d'aller étudier la politique régionale présente. Donc on va passer sur la slide d'après, qui est elle destinée au FEADER. Donc le FEADER, c'est la même chose que le FEDER, mais c'est destiné plus précisément au monde agricole et à l'agroalimentaire, à l'industrie agroalimentaire. Et c'est pareil, donc les régions gèrent ce fonds avec le ministère, le rôle du ministère de l'Agriculture, mais de toute façon, votre interlocuteur, ce sera la région sur la partie agroalimentaire. Et je crois qu'on a fait le tour du côté des grands programmes de financement, mais qui nécessitent à chaque fois de redescendre vraiment dans les détails pour retrouver les informations, pour affiner ensuite vos projets et vos demandes. Alors, les bonnes pratiques quand on va déposer ou qu'on réfléchit à déposer un projet, vous les avez ici. Ce sur quoi on voulait vraiment insister, alors c'est vraiment vous rappeler qu'avant de déposer un projet, il faut surtout ne pas avoir passé commande ou avoir signé un bon de commande en lien avec votre projet, parce que sinon, ça fait perdre ce qu'on appelle l'incitativité de l'aide. C'est une exigence européenne, et ça fait que finalement, le financeur n'a plus à vous aider, ne voit plus son rôle dans son rôle de financeur. Donc vraiment, il faut vous y prendre un peu en amont. C'est un peu ce qu'expliquait Marie au départ sur comment réfléchir à un projet de financement. C'est que finalement, le projet, c'est un vrai projet,
en plus de votre projet d'investissement ou d'innovation. Donc c'est un point important, c'est ce qu'on appelle l'incitativité de l'aide. Et puis après, il y a toute une réflexion à mener sur les retombées du projet, donc pouvoir réfléchir aussi à qu'est-ce que va apporter votre projet au territoire, donc en matière d'emploi, à la filière, et puis les effets bénéfiques sur l'environnement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vais passer la main à Marie. Merci Emmanuel. Alors, quelques idées reçues aussi qui peuvent freiner de temps à autre la participation des entreprises à ces financements. C'est important et je pense que ça fait partie aussi des bonnes pratiques que nous préconisons à l'ensemble en fait des acteurs aujourd'hui français. Alors la première, c'est vous savez que dans un projet, vous devez décrire ce que vous allez faire dans les 3 ou 4 prochaines années. À partir de là, on demande toujours, premier point par exemple, de décrire combien d'emplois vous allez créer. L'écueil et les freins qu'on constate assez souvent, c'est que les porteurs de projets nous disent: «Bah, écoutez, je peux pas m'engager sur ça, qui pourra bien connaître ce qui va se passer, dans 3 ans?» Et c'est vrai que c'est un frein parce que du coup, on se met à ne pas, définir des quantifications. C'est vrai pour les emplois, c'est vrai aussi pour les objectifs même techniques que vous devez atteindre de votre projet et ça crée des freins. Donc par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand vous montez un dossier, vous avez un engagement de moyens et pas d'engagement de résultat. Bien entendu, l'objectif, c'est d'arriver au résultat. C'est comme ça qu'on va convaincre aussi le financeur. Mais si vous lancez un projet, vous dites: «Je vais créer 3 emplois», mais qu'au final, vous en avez créé 2, c'est pas pour autant que vous allez devoir rembourser les subventions. Donc premier point, il faut avoir de l'ambition, il faut expliquer comment vous allez, atteindre en fait ces objectifs-là et c'est en cela que c'est un engagement de moyens et non pas de résultats. Un autre point qui peut freiner la participation et on voit assez souvent, dans le cadre de montage de projet, c'est: «Je risque de changer, mes orientations stratégiques, dans 2 ans. Comment voulez-vous que je décrive mon projet sur 3 à 4 ans?» Alors, par rapport à ça, l'objectif est bien entendu de convaincre le financier parce que vous allez vendre du papier quelque part, hein, en déposant votre dossier. Sachant qu'Emmanuel l'a très bien précisé, les projets éligibles sont les projets dont les activités n'ont pas encore démarré avant le dépôt complet de votre dossier. Donc à partir de là, vous déposez un dossier par rapport à une estimation, par rapport à une prévision, c'est du prévisionnel. Et si votre projet est sélectionné par le financeur, BPI, ADEME, les régions, etc. Et qu'en cours de route, donc le projet se lance, vous avez votre premier versement du financeur. Donc bien entendu, vous pourrez toujours modifier vos activités dans le cadre du projet. Alors sous réserve simplement de prévenir suffisamment en avance le financeur de ce que vous allez faire, comme, changement, comme modification. Alors bien entendu, on ne peut pas passer d'un projet à tout un autre qui n'a rien à voir. L'objectif final du projet doit rester le même. Par contre, la démarche, la méthodologie, le transfert de tâches, de l'eau et cetera, les activités, le contenu de votre projet peut être modifié, pour convenir en fait à l'instant T et s'adapter, aux contraintes, qui n'ont pas forcément été, décrites dans le cadre du dossier en montage. Donc pour vous dire que ce sont des choses qui arrivent dans un projet. Personne ne peut imaginer à l'avance ce qui va se passer. Par contre, dès le montage, il faut essayer de prévoir, ces, différents cas de figure-là et donc de rédiger votre dossier en conséquence. Si jamais c'est pas possible, sachez que vous aurez toujours la possibilité, en cours de projet, de négocier avec le financeur dans certaines limites, bien entendu, mais afin de pouvoir s'adapter aux contraintes qui vont en fait, survenir pendant la réalisation du projet. Il ne faut pas oublier que l'objectif et pour le financeur et pour vous, c'est, d'arriver, aux objectifs, qu'on s'est fixés et donc l'intérêt, c'est pour la région, c'est que le projet se réalise, et aille jusqu'au bout. Un autre sujet sur les investissements, c'est sur les délais de livraison.
Assez souvent, on nous dit, Marie, Emmanuel, moi, je dois absolument commander demain mes équipements parce que je dois absolument solutionner mes problématiques de consommation d'énergie. Je dois le faire demain. Donc, j'ai pas le temps de déposer un dossier. Tant pis, j'y vais quand même. Donc, sachez que c'est vrai que des fois, on est contraint par le temps, mais ça vaut vraiment le coup d'attendre un peu. Il existe pour cela des démarches accélérées au niveau des investissements qui peuvent vous permettre de financer ces équipements-là. Mais prenez le temps, vraiment, ça vaut le coup de prendre le temps d'identifier ce qui est éligible, de faire la démarche appropriée pour pouvoir bénéficier quand même de financement. Parce que là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des financements en respectant certaines règles, bien entendu, sur les investissements, notamment liés à la transition écologique, énergétique et environnementale. Je le redis, puisque ça, c'est très important. Dès lors où vous avez besoin de réduire la consommation d'énergie, besoin d'émettre moins de gaz à effet de serre, et aussi, dernier point, de créer de l'emploi à partir de ces projets-là, on peut trouver des financements au niveau de la région, au niveau national, sur ces projets d'investissement. Enfin, dernier point qu'on va démontrer tout à l'heure par les calculs, c'est toujours le frein lié à la peur que les subventions vont de toute manière être défavorables au crédit impôt recherche pour ceux qui savent, donc ce dispositif qui est en place pour les projets de R&D en France, donc qui finance la R&D en France. Et bien entendu, comme on ne peut pas cumuler les mêmes aides sur les mêmes projets, en général, nous avons des DAF qui viennent nous voir et disent non, 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 on veut surtout pas faire des projets de subvention sur nos projets R&D puisque ça va baisser notre CIR. C'est vrai, c'est totalement vrai. Par contre, on pourra vous démontrer, enfin, juste après, que le cumul des deux, donc CIR plus subvention, sera toujours bénéfique, contrairement à un seul dispositif, que ce soit uniquement le CIR ou uniquement les subventions. Et ça sera notre slide, bien entendu, donc d'après. Alors, je vais prendre un cas vraiment très simple. Et c'est vrai qu'on a décidé avec Emmanuel de simplifier les règles, mais ça montre bien l'intérêt de cumuler les dispositifs. Je reprends en fait l'introduction qu'on a réalisée tout à l'heure, le fameux cercle vertueux qui permet réellement de générer en fait au sein de votre entreprise du cash et aussi donc la croissance et c'est pour ça qu'on parle de levier. Je prends l'exemple d'une grande entreprise que nous avons accompagnée dans le domaine du papier, où ils ont donc cumulé des opportunités de financement liées à la fois à la R&D, l'innovation et les investissements. Dans un premier temps, le projet, vous le voyez là, donc de R&D, avait un budget d'1 200 000 €. Donc là, on est vraiment dans la partie R&D, puisqu'en termes de maturité technologique, hein, qu'on voit sur l'échelle donc TRL, Technology Readiness Level, qui veut dire donc maturité technologique. Vous savez que c'est l'échelle de 1 à 9, utilisée par la NASA dans les années 70. Donc TRL 1, on est vraiment dans une idée, mais dans la tête d'un chercheur, et TRL 9, on est prêt pour accéder au marché, pour commercialiser, pour industrialiser. Donc là, on est à TRL 4, donc on a quelque part un proof of concept. Et à partir de là, ils ont demandé un financement ADEME pour 50% de financement pour ce projet-là. Donc, l'idée étant de développer une nouvelle technologie pour intégrer des papiers recyclés dans leur processus de fabrication de papier qui aujourd'hui uniquement utilise des papiers d'origine en fait des papiers en fait qui n'intègrent pas du tout des matériaux recyclés. Donc l'objectif c'est de réintégrer dans leur papier des produits recyclés, matières recyclées, donc papier recyclé. À partir de là, l'ADEME a accepté le projet. Donc, ils ont perçu 50% de financement, soit 600 000 € sur ce projet-là. Ce projet est éligible, bien sûr, au crédit d'impôt recherche. Et je simplifie volontairement les calculs. Le crédit d'impôt recherche va prendre 30%, donc va permettre d'obtenir un crédit de 30%
de la valeur de l'assiette de dépenses du projet. Donc, si vous faites 30% de 1200 euros, donc là, vous aurez ce montant de 360 000 euros. Mais comme il faut enlever, donc réduire d'abord sur l'assiette de dépenses la subvention que vous avez déjà obtenue, donc là, on enlève les 600 000 euros que vous avez obtenus. Donc, on va calculer le CIR sur les 600 000 restants du budget, ce qui nous fait donc 180 000 euros. Donc, sur le projet d'1 200 000, rien que sur ce projet-là, ils ont obtenu 780 000 euros, soit 65% d'aide sur le projet R&D. Mais en plus, ils ont décidé de continuer le projet une fois que le projet est arrivé à son terme et de faire financer la partie en fait qui va emmener l'entreprise vers l'industrialisation. Donc, c'est les dernières étapes qui vont permettre d'industrialiser leur process. Et par rapport à ça, ils avaient un besoin d'investir dans des équipements nouveaux qui leur permettraient d'intégrer justement ce nouveau process-là et donc de monter aussi en cadence de production. Ce projet avait un budget de 750 000 euros, ce qui fait en tout en fait un budget total de 1 950 euros si on cumule les deux projets. Alors par rapport aux investissements, l'ADEME leur a financé 40% des investissements, soit 300 000 euros. Donc en tout et pour tout, sur l'ensemble du projet, ils ont obtenu 1 80 000 euros, donc soit 56% de financement. Si on compare ça uniquement au CIR seul, ils auraient pu obtenir 360 000 euros. Donc, vous voyez bien la différence. On passe de 360 000 euros à 1,80 million, sachant qu'on a déjà déduit de l'assiette de dépenses du CIR le montant de subvention éligible. Donc, c'est les 600 000 euros qu'ils ont obtenus. Donc, c'est un calcul assez simple qui prouve et qui montre de manière très simple que vous avez intérêt à cumuler dans tous les cas les projets de subvention, les subventions, les aides nationales, en particulier sur la R&D, et le CIR. Bien sûr, les investissements ne sont pas éligibles au CIR, donc ça n'est pas concerné par ce mécanisme mathématique. Donc voilà un bel exemple pour terminer en fait notre présentation aujourd'hui. J'imagine, Chloé, que là, on peut passer aux séances de questions-réponses. Ouais, c'est ça exactement. Merci beaucoup Emmanuel et merci Marie pour cette présentation très, très riche et très intéressante. Donc effectivement, on va passer aux questions maintenant. Donc on a une première question. Alors bonjour, l'association pour laquelle je travaille a des activités industrielles dans le cadre de ces établissements de services d'aide par le travail. Nous avons plusieurs projets à faire financer. Les informations que vous donnez sont-elles valables pour notre cas? Je vous laisse y répondre. Alors, je prends la première question. Alors, tout va dépendre du contenu des activités de vos projets. Donc, bien entendu, les associations sont aussi éligibles au financement. Après, tout dépend du contenu des activités, si ça rentre dans le cadre ou pas de ce que veut souhaiter la région ou l'État en fonction du niveau d'innovation, en fonction de l'adéquation de votre projet par rapport à la transition écologique, énergétique, environnementale, par rapport à la création d'emplois. Donc, ce sont tous ces critères-là qui sont importants. Et en résumé, ce qui est important de noter, c'est que si le projet va avoir des impacts positifs pour l'ensemble d'une filière, pour la région, pour la souveraineté nationale, en règle générale, on peut identifier des possibilités de financement public, en tout cas concernant le périmètre que nous avons décrit aujourd'hui. Mais il faut voir, en fait, dans le cadre du contenu des projets, voir au cas par cas pour pouvoir répondre à cette question. Très bien. Merci Marie. Alors, nous avons une deuxième question. Comment se déroule la sélection d'un dossier en réponse à un appel à projet? Qui souhaite y répondre? Alors, par rapport à alors ça dépend aussi des appels à projets, mais en règle générale, le processus d'évaluation, si c'était bien ça la question, le processus d'évaluation peut se dérouler en plusieurs étapes. En règle générale, vous déposez un pré-dossier. À l'issue du pré-dossier, donc c'est des slides, une vingtaine de slides que vous déposez avec quelques éléments administratifs. Les évaluateurs vont vous donner un premier avis.
Si le premier avis est positif, c'est-à-dire que votre région intéresse les évaluateurs, donc quand je dis évaluateurs, c'est les institutionnels qui sont les opérateurs liés en fait au programme et l'appel à projet concerné, ils vous invitent à une audition. Donc, à l'issue de l'audition, pendant l'audition, vous allez devoir présenter et convaincre le financeur par rapport à l'intérêt de votre projet, non pas seulement pour vous, et ça c'est important, je le redis, il va falloir trouver un intérêt pour l'ensemble de la filière, pour l'État, pour la souveraineté nationale. Ce sont des critères qui reviennent systématiquement et qui vont vous permettre de pouvoir passer l'étape d'après. Si jamais vous ne remplissez pas ces cases-là, malheureusement, ça va être très compliqué de financer un projet pour uniquement l'intérêt d'une seule entreprise, donc la vôtre. Donc il va falloir aller plus loin que l'intérêt de votre propre entreprise, votre propre association, votre propre société. À l'issue de l'audition, si celle-ci est positive, vous aurez le droit de déposer un dossier complet cette fois-ci, donc un document Word d'environ une vingtaine, trentaine, au maximum une cinquantaine de pages, plus les éléments administratifs tels qu'un budget détaillé, un tableau, ce qu'on appelle aujourd'hui les grilles d'impact, qui vont vous permettre de décrire les impacts positifs ou négatifs de votre projet pour l'environnement, un business plan, habituellement, lié donc aux résultats, à l'exploitation des résultats du projet, CABIS, le plus important quand même, votre relevé d'identité bancaire pour percevoir les financements. Et à l'issue en fait de l'analyse et de l'instruction de ce dossier complet, l'administration se prononce sur le financement ou pas de votre projet. Donc c'est un processus, il faut en tenir compte, qui peut être assez long. En règle générale, c'est entre 3 et 8 mois. Donc je sais, c'est très long, mais malheureusement aujourd'hui, c'est la démarche qui est en vigueur au niveau national. Et c'est vrai que ce soit pour les projets de type investissement ou les projets de R&D. Alors de temps en temps, vous avez des processus qui sont légèrement différents, c'est-à-dire que certains appels à projets vous permettent de directement déposer un dossier complet. Donc vous ne passez pas par la case pré-dépôt et audition, mais vous déposez directement un dossier complet. Ça peut exister, mais en règle générale, vous avez toujours un process de pré-évaluation ou des réunions de pré-dépôt avec le financeur pour valider l'éligibilité de votre projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais juste compléter parce qu'il y a aussi les dispositifs que vous pouvez. Ah, Emmanuel, je pense qu'on t'entend plus. Oui, je voulais juste compléter sur la question au niveau régional, on n'a pas nécessairement cette forme d'appel à projet. Donc, vous avez une prise de contact souvent à faire donc, en amont. Et ensuite, vous pouvez monter votre dossier. Donc, c'est aussi ça qu'il faut regarder. C'est que parfois, vous avez des démarches plutôt d'explication, de présentation, qui sont un peu moins organisées que ce qu'a présenté Marie. Ça peut être un courrier. Et puis, vous avez surtout ce qui est important et par rapport au fait parfois de devoir commander rapidement, vous avez ce système de lettres d'intention qu'il ne faut pas négliger quand vous pensez pouvoir demander quelque chose à la région. C'est quelque chose à faire en amont avant de commander quoi que ce soit. Mais là, on est plus sur la question des investissements et quand c'est moins détaillé que les appels à projets France 2030, ADEME, BPI. Merci beaucoup Emmanuel et Marie. Alors, nous avons une question qui n'a pas été totalement terminée, mais c'est face à la multiplicité des dispositifs proposés. Comment trouver? Il n'y a pas la suite. Donc, je pense qu'on a deviné la suite. Donc, comment s'y retrouver, hein, j'imagine, hein, donc la personne qui a posé cette question, comment s'y retrouver dans cette, excusez-moi du terme, dans cette jungle en fait d'appels à projets. C'est vrai que c'est pas évident et en plus la durée de vie des appels à projets change énormément. Donc, à l'instant T, vous pourrez avoir une multitude d'appels à projets. Dès le mois d'après, vous en avez d'autres, en fait. Donc, nous réalisons, donc, bien entendu, une veille sur ces appels à projets-là.
Et malheureusement, en France, on n'a pas un seul site qui regroupe tous les appels à projets. Ça aurait été tellement très simple, comme sur l'Europe, hein, par exemple. Vous avez un site qui regroupe l'ensemble des appels à projets phares de l'Europe sur les mêmes dispositifs. Au niveau national, il va falloir en fait trouver sur le site de l'ADEME, le site de la BPI, le site des régions, et il y en a énormément. Donc, par rapport à ça, le meilleur moyen, c'est soit de faire une veille sur ces sites-là, soit de passer par des solutions. Vous avez des pôles de compétitivité qui peuvent vous aider aussi par rapport à ça. Bien sûr, des cabinets comme Emin. Hein. On a une plateforme de veille qui peut vous aider aussi dans la recherche et l'identification des dispositifs. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, malheureusement, il n'existe aucune plateforme unique pour répertorier les appels à projets. Malgré tout, il est tout à fait possible d'obtenir ces informations-là dès lors où vous avez un projet, dès lors où vous avez un contenu qui répond aux problématiques que nous avons évoquées aujourd'hui. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de bien réfléchir à votre projet, en fait. C'est vraiment c'est ce qu'on évoquait avec les impacts, c'est d'imaginer déjà, de vous projeter sur le projet aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça va changer dans votre fonctionnement, les impacts que ça va avoir. Et en fait, ça vous donne des indications. Est-ce que ça va avoir des conséquences au niveau environnemental, sur la qualité de l'eau, est-ce que ça va avoir des effets sur la consommation d'énergie, est-ce que ça va créer de l'emploi? Vous avez des thématiques comme ça qui peuvent déjà un peu vous guider pour ensuite aller regarder les dispositifs existants niveau national, niveau régional, en sachant quand même que vous avez une plateforme qui peut être pratique, c'était les aides.fr, hein, qui est gérée par les CCI, et puis vous avez, je crois bien que c'est la BPI qui a aussi une plateforme qui présente des aides, mais vous n'avez pas l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut quand même que vous retourniez, ça c'est un conseil, retourner sur le site de l'organisme pour voir si le dispositif existe toujours. Donc c'est un travail un peu fastidieux, mais indispensable en tous les cas. Merci, Manon. Je crois qu'il y avait une autre question aussi, Chloé. Oui, alors, on a deux autres. Donc, est-ce que vous rencontrez régulièrement le fait que BPI exige une convention de blocage des fonds propres en compte courant d'associés pour pouvoir déposer le dossier pour instruction? Oui, alors les problématiques de fonds propres, c'est malheureusement pas que la BPI, c'est l'ensemble c'est une règle en fait européenne, hein, qui dit que une entreprise ne peut pas bénéficier d'une aide supérieure au montant de fonds propres non engagés. Alors pourquoi ça? Tout simplement puisque comme les financements ne financent jamais à 100% un projet, vous devez être à même de garantir que vous êtes capable de financer la partie non financée par l'organisme qui va prendre en charge votre projet. Et donc la règle en Europe, c'est la règle de 1 pour 1. Et ça, c'est valable sauf cas exceptionnel, parce que je sais que certains projets ou appels à projets, notamment pour les startups, on peut aller au-delà, comme certains appels à projets. Je prends le cas des iLab, hein, que certains peut-être connaissent ici, des dispositifs qui sont faits pour aider les startups qui n'ont bien entendu pas de fonds propres à la hauteur de leur projet. Mais de manière générale, vous avez toujours en fait cette contrainte-là. Là où je veux faire un point de détail qui est important, c'est quand bien même vous avez, supposons, 1 million de fonds propres non engagés. Alors, que veut dire non engagés? C'est-à-dire que sur ces 1 million-là, vous les avez de manière disponible, de manière immédiate, si vous devez utiliser donc ces fonds. Ça, c'est le principe des fonds propres non engagés. À partir de là, à l'instant T, alors ça se calcule à l'instant où le financeur va devoir verser les fonds. Donc, je vous donne un exemple. Une entreprise, et nous en avons énormément dans ce cas de figure-là, qui a aujourd'hui 500 000 euros de fonds propres. Ils vont déposer un projet de 2 millions d'euros, où ils vont être le financement qu'ils demandent est de 1 million. Ils n'ont que 500 000 euros de fonds propres, là où, donc, normalement, ils ne peuvent avoir que 500 000 euros
maximum de financement. Or, ils demandent 1 million d'euros de financement. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'ils peuvent déposer? La question est oui. Ils peuvent déposer, mais il y a un gros warning que le financeur va leur dire, c'est attention, si jamais vous ne faites pas de levée de fonds, eh ben, le projet va s'arrêter. On ne peut pas vous financer au-delà de 500 000 euros. Donc, ce qui va se passer, c'est que le jour J où la BPI ou l'ADEME, le financeur, parce que le financeur est intéressé par le projet, le financeur va reposer la question, une fois que l'instruction est réalisée, est-ce que vous avez des projets de levée de fonds? Si la réponse est non, bien sûr, là, tout s'arrête puisqu'il n'y a aucune garantie que le projet puisse se réaliser dans la mesure où ils ne sont pas capables d'honorer la partie non financée par l'organisme financeur. Par contre, si vous avez un projet de levée de fonds et que vous arrivez à démontrer que vous êtes en train de faire des tours de table, vous avez déjà des promesses, vous avez déjà un projet de levée de fonds en cours, là, le financeur peut lancer le projet, mais limiter les fonds à vos fonds propres, c'est-à-dire 500 000 euros. Donc, ils vont vous verser jusqu'à 500 000 euros maximum, le temps que vous faites les levées de fonds. Supposons que 6 mois après, vous avez réalisé votre levée de fonds. À ce moment-là, on refait de nouveau un calcul et en fait, le financeur va rechecker vos fonds propres. Et à ce moment-là, si vous répondez favorablement au niveau attendu, sachant que c'est du cumulé, donc là, si vous avez fait une levée de fonds d'1 million d'euros, ça porte vos fonds propres à 1,5 million. À ce moment-là, vu que vous avez demandé 1 million, le financeur pourra vous verser le reliquat de financement par la suite. Donc, c'est quelque chose qui va se calculer au fur et à mesure du projet, mais la principale information, c'est de pouvoir démontrer que vous avez une levée de fonds qui va pouvoir couvrir suffisamment les fonds que vous allez demander. Donc, c'est un vrai sujet. Attention à cela. Ne vous précipitez pas sur un appel à projet si vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir les fonds propres nécessaires, soit à l'instant, tout de suite lors du dépôt, soit en cours de projet. Merci beaucoup, Marie. Donc, je crois qu'on arrive à la fin du webinaire. Il y a d'autres questions qui sont arrivées en cours de route, mais nous y répondrons à la suite de ce webinaire. Et sinon, n'hésitez pas à nous envoyer donc un mail à financement-innovation@emin.com. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la présentation. Merci aussi, évidemment, aux experts. Et encore une fois, donc, n'hésitez pas à nous contacter et on vous enverra, vous pouvez retrouver directement la présentation sur Webikeo et nous vous enverrons donc à la suite de ce webinaire le replay. Voilà. Très belle journée à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.